Ce livre, La notion de relation en sociologie, montre que, dans la plupart des théories sociologiques, est active une notion de relation. Or, si cette notion s'est imposée, c'est qu'il est difficile d'expliquer l'organisation sociale ou la vie en société sans y faire référence. Le livre montre également que la sociologie gagne à orienter davantage ses analyses en fonction d'une logique relationnelle. L'analyse sociologique a pour point de départ deux orientations, l'une centrée sur les individus, l'autre sur les structures sociales. On enseigne cela dans les cours d'initiation à la discipline. La sociologie qui se focalise sur l'individu soutient que toute personne est déterminante d'elle-même, qu'elle est libre. L'individu utilise la société ou les structures sociales pour satisfaire son intérêt. Il le fait rationnellement, consciemment. Cette perspective suscitera une immense attention. La première raison en est qu'il est facile d'imaginer la société comme un ensemble d'individus. La deuxième en est que toute personne peut faire l'expérience de la liberté de ses actions, de ses choix rationnels, de la conscience de ses décisions. Cependant, cette perspective ne permet pas de prendre en compte la relation d'un individu avec les autres, alors que tout humain est amené à faire l'expérience de ce que sa vie dépend, au moins en partie, de son environnement humain. Cette réserve a forcé à renouveler la perspective individualiste, laquelle a été conduite à placer l'individu parmi d'autres individus et, en faisant cela, 1. À réaffirmer l'autonomie de l'individu, 2. À montrer comment un individu agit sur les autres, 3. À montrer comment un individu subit l'influence d'autrui, 4. À faire état de l'incidence de ces interactions sur les structures sociales. La sociologie, qui met l'accent sur la société, perçoit cette entité comme un ensemble organisé, comprenant des sous-ensembles, par exemple la famille et l'école, ou encore le politique, le religieux, l'économique, le médiatique. La société apparaît là comme une structure ou comme un composé de structures. Ces structures ont une influence sur les individus. Elles leur transmettent des valeurs, des règles, une langue, des modes de comportement, des institutions. Tout cela ne peut être le seul fait de la volonté des individus. Les individus ne peuvent choisir tout ce que leur transmet la société. Ils sont davantage exposés à une langue qu'ils ne la choisissent, par exemple. Cette perspective attirera une certaine attention. La première raison en est qu'il est possible de concevoir la société comme un environnement relativement autonome dans lequel vivent des individus. La deuxième en est qu'il est possible d'observer des relations entre des composantes de la société, par exemple entre l'organisation familiale et l'organisation du travail, ou entre les modalités de la religion et les rapports entre les hommes et les femmes. La troisième en est qu'il est possible de remarquer que des individus différents agissent de la même manière, suivent des règles qui relèvent de l'ordre social. La quatrième en est qu'il est possible pour un individu de faire l'expérience de l'influence de la société sur lui, par exemple de découvrir en lui ce qui est valorisé socialement, entre autres la réussite professionnelle. Pour ces raisons, une certaine sociologie s'emploiera à étudier les structures sociales en elles-mêmes, à examiner les relations entre les éléments qui sont constitutifs des structures sociales. Le plus gros problème de l'approche individualiste, c'est qu'il lui est difficile, même dans l'interactionnisme, de s'extirper d'une modélisation dans laquelle l'acteur est considéré comme libre, rationnel, intentionnel et conscient. Car dans les faits, l'acteur social est à la fois libre et non libre, rationnel et émotif, intéressé et désintéressé, intentionnel et non intentionnel, conscient et inconscient. Le plus gros problème de l'approche structuraliste, c'est qu'elle n'articule pas la structure aux actions. La plupart des sociologues, depuis la fin du XXe siècle, ont l'intuition que les deux approches comportent des vérités, car on peut reconnaître aussi bien que les humains agissent librement que les structures sociales soient déterminantes. Mais on est là placé devant un paradoxe dont il est difficile d'assembler les composants. Un grand nombre de sociologues continuent de mettre l'accent sur l'individu et un certain nombre sur les structures. Quelques sociologues développent des modèles dans lesquels interviennent et des individus et des structures. Mais il apparaît difficile de surmonter les limites individualistes ou structuralistes, car
entre individualisme et structuralisme, ou bien il y a trop d'acteurs et pas suffisamment de structures, ou bien il y a trop de structures et pas suffisamment d'acteurs. À ce stade, sont acquis un certain nombre d'énoncés. L'individu agit sur lui-même. L'individu agit sur les autres. L'individu subit l'influence d'autrui. L'individu agit sur les structures. Les structures agissent sur l'individu. L'action est rationnelle, au moins en partie. Les interactions entre individus influent sur les structures. Il y a des relations entre les éléments qui sont constitutifs des structures sociales. Dans les sociologies qui reposent sur ces énoncés, on ne voit ni ne considère des éléments aussi importants que l'inconscient et l'émotion. N'interviennent que périphériquement des notions aussi fondamentales que celles d'historicité. Et, si elles interviennent, c'est au détriment des acquis des approches structuralistes ou individualistes. L'historicité, par exemple, peut devenir une structure impérieuse, autonome. On ne voit pas comment s'établissent les relations entre acteurs et structures. On ne voit pas comment les relations elles-mêmes sont déterminantes de ce dont elles sont la relation. Et si, par exemple, l'enfant influe sur la mère et que la mère influe sur l'enfant, tous deux sont déterminés par la relation qu'ils créent. Si l'on étudie que l'influence de la mère sur l'enfant est réciproquement, on reste dans une logique individualiste. On ne dépasse pas l'interactionnisme et son acteur rationnel par essence. La modélisation insiste sur un acteur rationnel, a pour assise l'idéologie d'un individu autonome. Cet anthropocentrisme nuit à l'observation de la complexité de l'action humaine. Le structuralisme éloigne de cet anthropocentrisme, mais au prix d'une dissociation par rapport aux acteurs. Pour prendre en compte les acquis de la sociologie, pour intégrer ce qui manque aux approches individualistes et structuralistes, nous proposons une approche relationnelle. Cette approche, en mettant l'accent sur la relation, permet d'extirper l'analyse de l'anthropocentrisme et oblige à relier les éléments aussi bien que les diverses dimensions des phénomènes sociaux. L'analyse relationnelle relève ainsi d'une épistémologie qui conduit à fabriquer des modèles dans lesquels on examine aussi bien comment sont reliées entre elles des composantes que comment leur relation même les détermine. Si l'analyse porte sur la subjectivité individuelle, elle n'est pas condamnée à ne prendre en compte qu'un acteur rationnel. Elle est à même d'en saisir la relationnalité de la conscience et de l'inconscience, ou de l'intéressement et du désintéressement, ou de l'émotion et de la raison, donnant cours à des concepts comme celui des mots-raisons. Une modélisation macrologique, par exemple, permet d'examiner tout à la fois l'individu, l'événement et le système.